À la présidence de la République, l'heure est à la défense du budget 2020. Les séances à ce sujet se déroulent sans incident. Pour le superviseur adjoint de la commission chargée du budget, Jean-Marie Bamporic, la phase du budget se passe dans de bonnes conditions en tenant compte de réalités de chaque étape. Les séances se déroulent très bien, comme vous venez de le constater vous-même, vous venez de la salle. C'est dans la sérénité. Tous les services de la section budgétaire présidence de la République sont en train de défiler un à un, chacun pour défendre ses prévisions budgétaires pour l'exercice 2020 et ça se passe très bien. Le fil conducteur est connu et il s'appelle Programme d'action du président de la République qui est devenu programme du gouvernement, comme vous le savez. Et la fonction président de la République, qui est un programme en soi, consciente cette fonction-là, de ce qu'elle doit jouer comme rôle au cours de l'année 2020, il est en train justement de mettre en place la situation des moyens qu'il lui faut pour bien réaliser sa mission, son programme. Je peux vous rassurer que c'est justement le peuple d'abord qui conduit tous ces techniciens que vous voyez dans la salle là-bas pour l'élaboration des prévisions budgétaires de la fonction présidence. Nous avons eu à défendre nos budgets en ce qui concerne 3 rubriques essentiellement. D'abord, la rémunération, le fonctionnement et les investissements. Et personnellement, je rentre très content de ce qui a été dit parce que nos États sont acceptés et nous osons croire que pour 2020, nous serons en mesure de répondre aux attentes de l'autorité en matière de soins de santé au sein de l'espace présidentiel où nous prestons. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons sur fonds propres, nous avons pu ériger un autre bâtiment. Donc il y a un autre son de cloche. Et nous sommes vraiment là pour répondre aux attentes. Autrefois, tout le monde s'est rabattu à nous en matière de soins de santé, que ce soit les soins locaux ou les transferts à l'étranger. Et là, j'aimerais dire que nous ne sommes pas là seulement pour l'administration des soins de santé, mais nous offrons aussi l'expertise médicale. Et nous faisons aussi les... Décidément, les jeunes entrepreneurs congolais créatifs et féconds sont plus que déterminés à booster l'économie de la RDC. Monsieur Alexis Kayembe de Bampende était l'invité au forum animé par la conseillère Chantal Molopo en faveur de jeunes entrepreneurs congolais. Il ressort des échanges, des discussions, de partage des expériences, des difficultés rencontrées, des projets que le terme infrastructure ne représente pas seulement les routes. Tout en demeurant infrastructure mère, elle renvoie aussi aux hôpitaux, aux écoles, à la fibre optique, la voie ferrée et autres en termes d'un pays à reconstruire. Se référant à la philosophie win-win prônée par le président Félix-Antoine Tshisekedi, Alexis Kayembe, économiste de formation qui a travaillé dans plusieurs secteurs avant d'atterrir chez les pétroliers, a fait savoir que pour que l'État congolais bénéficie d'une économie prospère, il faut impliquer le peuple, the people en anglais, dans toute entreprise, multinationale soit-elle ou publique. Le capital humain doit être placé au centre de toute activité et il doit occuper des postes clés.
Peu importe la nature ou la provenance de l'entreprise, étant implantée sur le sol congolais, le peuple doit y trouver son intérêt. On doit savoir consommer local. En matière de l'emploi des nationaux, la sous-traitance doit être encouragée en vue de favoriser l'engagement des jeunes compatriotes, selon la compétence et la capacité, les faire occuper des postes de commandement. Dans le cas de développement durable, l'exploitation des gisements miniers, des routes qui traversent des villes et des villages, la population riveraine doit ressentir les avantages de ces implantations, en particulier les chefs coutumiers. Les exploitants doivent savoir se dégager de cette responsabilité sociale. Les relations avec les banques doivent être entretenues. Il faut savoir profiter de la flexibilité des banques pour obtenir des crédits. Pour conclure, Mme Chantal Molopo est revenue sur le fonds de garantie créé par les chefs de l'État que les requérants obtiendront à un taux relativement bas. Le président a déjà commencé à rencontrer des banquiers, différentes entreprises qui pourront aider à mettre ce fonds de garantie en place. Avec le fonds de garantie dont le président de la République va mettre en place, cela va pouvoir vous aider, surtout vous les jeunes, à pouvoir vous expandre, à pouvoir vendre partout dans le Congo si vous arrivez à bien faire votre business plan et si possible aussi à travers le monde. De son côté, le conseiller Alexis Kayembe a démontré à l'assistance l'importance de regrouper plusieurs productions énergétiques en un grand réseau qui desservira le territoire national, même les pays voisins. Aujourd'hui, je cherche des hommes et des femmes dans cette salle qui croient dans la vision des chefs de l'État que si on se met ensemble, si on prend dans notre pays, qu'on peut arriver là où il va amener le pays pour que la RDC devienne un des grands pays au niveau de l'Afrique, on peut y arriver. C'est qu'on ne veut pas croire, qu'on nous laisse nous qui croient qu'on arrive là. Outre la visite de courtoisie et de civilité à l'honorable Janine Mabunda Lyoko Moudiaï, le représentant résident du PNUD, Dominique Sam, a réaffirmé l'engagement de son organisme face au partenariat avec l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. J'ai eu l'occasion de féliciter Madame la Présidente pour son élection à la tête du bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'était aussi un moment pour moi pour réaffirmer, n'est-ce pas, le partenariat, très bon partenariat qui existe entre le PNUD et l'Assemblée nationale. On a aussi discuté, exploré certaines pistes de collaboration dans l'avenir. À son tour, le directeur général ad intérim de l'ARCA a évalué avec les speakers de la Chambre basse du Parlement le progrès réalisé depuis l'adoption et promulgation de la loi sur la libéralisation du secteur d'assurance. Nous sommes aujourd'hui venus expliquer à Madame la Présidente qu'il y a une étape importante qui a été franchie. Il y a 4 nouvelles sociétés d'assurance, avec la SONAS également, qui travaillent. Donc on a 5 opérateurs en tant que société d'assurance, également des sociétés de courtage. Et elle a accueilli avec beaucoup de joie et de satisfaction le fait que nous ayons ces avancées-là. Et dans ces recommandations, il y a beaucoup d'autres étapes également importantes qui doivent être franchies. Et il est important qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on reste attentif sur les besoins éventuellement peut-être d'amélioration à moyen terme de la loi pour que nous ayons un marché qui soit totalement adapté aux besoins des Congolais. Les 2 personnalités ont plaidé en faveur du secteur d'assurance essentiellement inclusif. Dans le cadre de ces visites et des projets financés par la Banque mondiale dans la partie est de la RD Congo, le directeur pays de la Banque mondiale, M. Jean-Christophe Carré, séjourne à Bukavu depuis ce mercredi 7 août. À la frontière Ruzizi-Peigny, M. Jean-Christophe Carré a été accueilli par le coordonnateur provincial du projet de facilitation du commerce dans les Grands Lacs, accompagné du coordonnateur du projet Nord Kivu et du directeur provincial de la direction des douanes et assises, M. Léani Rachid. Aussitôt arrivé à Bukavu, le numéro 1 de la Banque mondiale au Congo, chargé des opérations, M. Jean-Christophe Carré, a visité le site où sera érigé le bâtiment définitif du poste frontalier des Ruzizi Premier avant de réunir les membres du comité technique de suivi des services qui exercent aux frontières et le comité des petits commerçants transfrontaliers. Après cette rencontre avec les services exerçant aux frontières, la délégation de la Banque mondiale est allée au gouvernorat des provinces pour un entretien avec le gouverneur des provinces, Théo Ngwabidje Kassi. Je suis très content de commencer par le commencement, c'est-à-dire la frontière avec le Rwanda.
Donc ça, c'est la deuxième raison, c'est aussi venir rencontrer les autorités pour savoir comment on va travailler ensemble sur les nouveaux projets. Et puis la troisième raison, c'est effectivement voir les projets qu'on a en cours, monsieur le directeur, et je suis très satisfait de voir qu'on a déjà réalisé quelque chose, même si c'est provisoire, qui change un tout petit peu, même peut-être beaucoup, la manière dont les gens expérimentent le passage de la frontière, pour certains tous les jours. Donc je vais m'arrêter là, je suis ravi qu'on se rencontre. J'aimerais éventuellement entendre, parce qu'on a d'autres choses à faire, donc j'ai pas énormément de temps, une ou deux personnes de la DGM ou de la DGDA qui travaillent ici et qui nous expliquent concrètement en quoi cette nouvelle frontière a déjà changé les choses. Il devra être desservi en eau potable 24 heures sur 24. Le ministre provincial des hydrocarbures, énergie, transport et voies de communication l'a bien compris. Et c'est là en est son cheval de bataille. Ainsi, il ne doit pas rester dans son bureau pour résoudre ses problèmes, mais plutôt descendre à la source pour s'inquiéter de la situation réelle sur la desserte en eau potable Lualaba. Patrick Thierry André Kakwata débute sa visite dans l'usine de traitement. Un moment pour lui de découvrir de près l'état des équipements de cette société, même sur l'irrégularité de la desserte en eau potable. Nous fonctionnons pendant 5 heures, 6 heures. On arrête, on attend que le réservoir de l'autre côté nous envoie encore de l'eau. D'où nous basculons sur un axe. Lorsque l'eau se termine au niveau du tank, on arrête. Et quand il y aura de l'eau, on bascule encore sur un autre axe. Face à ces problèmes, Patrick Thierry André Kakwata ne tarde pas à réagir vu la nécessité. Nous allons vous accompagner et trouver une solution, que nous puissions avoir de l'eau 24 heures sur 24. Et là, maintenant, je vous demanderai de suivre d'abord la situation de la pompe qui se trouve à la Gécamine. Nous devons connaître l'état, où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce que nous devons faire. C'est ici que l'eau est recueillie dans le puits. Ensuite, elle est mise dans des tanks et enfin conduite à l'usine de traitement. Le ministre provincial des hydrocarbures, quant à lui, ne compte pas s'arrêter à cette visite. Il faudrait que nous puissions arriver ce jour à donner l'information qu'il se doit à ce peuple qui est le patron, le peuple d'abord, et sans oublier qu'il y a un autre qu'on appelle Papa Solution. Donc si nous sommes sur terrain, c'est pour essayer de trouver ces solutions. La carence en eau potable dans la province du Lualaba s'explique par l'insuffisance de production due au puits. Original.